Des avions F-35 israéliens ont survolé l'espace aérien saoudien et syrien pour atteindre le Qatar et ont tué 6 personnes. Maintenant, Donald Trump a une réaction très curieuse à ce sujet. Beaucoup se demandaient quel avait été son rôle dans tout cela. Voici la déclaration qu'il a publiée sur Truth Social. L'administration Trump a été informée par l'armée américaine qu'Israël attaquait le Hamas, qui se trouvait malheureusement dans un quartier de Doha, la capitale du Qatar. C'était une décision prise par le Premier ministre Netanyahou. Ce n'était pas ma décision. Bombarder unilatéralement le Qatar, une nation souveraine et un allié proche des États-Unis, qui travaille très dur et prend des risques courageux à nos côtés pour négocier la paix, ne sert ni les objectifs d'Israël, ni ceux de l'Amérique. Il a été informé des frappes. Il a immédiatement informé Steve Witkoff qu'elles étaient en cours. Et malheureusement, il était trop tard pour arrêter l'attaque. Parlons de la signification de cette frappe sur le Qatar. Que révèle-t-elle sur la situation actuelle? Non seulement en ce qui concerne, bien sûr, les plans supposés d'Israël d'occuper entièrement Gaza, mais aussi sur l'ensemble de la région et sur l'image que cela renvoie des États-Unis. Trump est un menteur. Point final. Il n'y a que 2 façons pour qu'Israël puisse lancer cette attaque sans que les États-Unis le sachent. La première, c'est impossible. Et la seconde, c'est absolument impossible. Ce schéma existe depuis toujours. Et on ne peut pas vraiment en attribuer la responsabilité directe à Trump. Il s'agit d'une collaboration entre les services de renseignement israéliens et américains. Cela remonte à l'administration Biden, et peut-être même jusqu'au premier mandat de Trump, où les États-Unis utilisent le prétexte de dire « Hey, nous allons avoir des discussions avec vous, alors soyez à tel endroit, à telle date et à telle heure. » Ainsi, lorsque les cibles étrangères se présentent, elles peuvent être éliminées. Nous avons vu une version de cela avec le général Soleimani pendant le premier mandat de Donald Trump. Nous avons vu une autre version de cela avec l'assassinat du cheikh Nasrallah, le chef du Hezbollah, par les Israéliens. Là encore, la direction du Hezbollah se réunissait pour examiner une proposition de paix américaine. Nous avons vu une version similaire lors de la réunion avec l'Iran, où ils se préparaient à rencontrer des responsables américains, et 2 jours avant cette rencontre, ils ont été frappés par les Israéliens. Nous avons vu une version de cela en Russie, avec les attaques qui ont eu lieu le 1er juin. Nous l'avons vu avec Haniyeh. Vous savez, les Iraniens, les Palestiniens et maintenant les États du Golfe, ils doivent abandonner leurs téléphones portables occidentaux, se débarrasser d'Apple, se débarrasser de Samsung. Ils doivent choisir Huawei. Je pense que Huawei est peut-être la seule solution sécurisée, car ce qui se passe, c'est que les États-Unis peuvent essentiellement décider de l'heure et du lieu de la réunion. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ces responsables du Hamas étaient réunis pour examiner une proposition de Donald Trump visant à mettre fin à la guerre. Ils avaient leur téléphone portable. Maintenant, l'histoire qu'ils racontent, c'est « Oh, nous avons laissé nos téléphones au bureau et nous sommes allés dans une autre pièce pour prier. » Oui, vous êtes probablement sortis à 200 mètres dans la rue et vous êtes réfugiés dans un bunker pour prier. Parce que vous savez, je pense que c'est la version de couverture qu'ils diffusent. Je soupçonne que ce qui s'est réellement passé, c'est qu'ils ont été avertis par une agence de renseignement étrangère bien disposée envers les Palestiniens et les Arabes, disant « Hey, les Israéliens vont venir et ils vont vous frapper. » Et les États-Unis sont complices. Il n'y a aucun moyen que ces avions israéliens aient pu traverser le Qatar puis frapper la cible. Je veux dire, juste à côté se trouve la base aérienne d'Al-Udeid. Je ne sais pas pour le colonel Wilkerson, mais j'y suis allé. C'est une grande base. C'est le quartier général avancé du commandement central américain. C'est le centre où toutes les opérations aériennes,
drones, avions, dans toute la région, jusqu'en Turquie, sont coordonnés. Ils sont coordonnés depuis ce centre-là. Donc il n'y a absolument aucune chance que Donald Trump n'ait pas été au courant de cela. Il le savait parfaitement parce qu'on lui avait promis. Écoutez, Monsieur le Président, on va y aller. On va utiliser les mêmes tactiques qu'on a déjà utilisées avec succès. On va éliminer tous les dirigeants du Hamas et ensuite ils seront obligés de négocier et vous serez le héros. Et Trump répond, OK, oui, je suis d'accord. Mais quand tout explose et que ça ne se passe pas comme prévu, tout à coup, Trump ressemble à Michael Jackson faisant le moonwalk en arrière. Oh, je ne savais pas. Je n'ai appris ça qu'après coup. C'est un mensonge. Voici le Premier ministre qatari. Il fait une déclaration forte. Mais je suis curieux d'avoir votre avis sur le type de représailles qui pourrait réellement viser Israël après cette attaque. L'État du Qatar s'engage à agir de manière décisive contre toute menace visant ses territoires et se réserve le droit de riposter en prenant toutes les mesures nécessaires à cet effet. Sous les directives de Son Altesse l'Émir, la sécurité des citoyens et des résidents est notre priorité absolue. Sur cette base, à partir de demain, si Dieu le veut, nous réexaminerons toutes les politiques et directives afin de dissuader de tels actes à l'avenir pour que cela ne puisse plus se reproduire. Eh bien, mes premières remarques doivent être celles que je fais toujours à propos de cette situation, dans son sens géopolitique et géostratégique le plus vaste. Ce n'est pas Israël qui nous mène par le bout du nez. C'est nous qui utilisons Israël pour faire notre volonté. Point final. Donc je n'aborderai pas la question autrement. Cela signifie que je pense que Larry a raison. Mais permettez-moi d'y ajouter une petite note. Nous avons cette philosophie dans l'armée, qui a pratiquement tout envahi aujourd'hui, et j'en ai vu les conséquences graves en avril 2001, le 10 avril pour être précis, lorsque le commandant en chef, aujourd'hui on les appelle les commandants de combat, dans l'océan Pacifique, a outrepassé ses prérogatives et a envoyé un EP-3, un avion de reconnaissance américain, lent, trop près de l'île de Hainan, une zone très militarisée de la Chine. Et voilà qu'un F-8, piloté par l'un de leurs meilleurs pilotes, s'est approché un peu trop près de l'OP-3, a sectionné sa propre dérive, est tombé dans la mer de Chine méridionale et le pilote est mort. Mais il a tellement endommagé l'OP-3 que celui-ci a dû effectuer un atterrissage forcé sur l'île de Hainan, alors qu'il transportait de nombreux équipements hautement sécurisés. Et les 24 marins à bord, si je me souviens bien, n'ont pas pu utiliser leurs grenades thermites et autres dispositifs assez rapidement, si bien que l'avion et certains équipements sensibles sont tombés entre les mains des Chinois. Maintenant, Colin Powell a réagi immédiatement et a très bien géré la situation, ce qui a permis d'éviter une crise. En fait, tout a commencé par son appel téléphonique portable à la direction du parti chinois, qui se trouvait alors en voyage en Amérique du Sud. Il a réussi à joindre Chen Qichen. Je crois, il est décédé depuis. Mais c'était la personne dans la hiérarchie chinoise qui connaissait le mieux l'Amérique du Nord et les États-Unis. Et ils ont réglé ça par téléphone portable. Tout cela pour dire que ce commandant avait reçu ce que nous appelons un concept d'opération. Et il n'existe aujourd'hui aucun commandant dans la structure de commandement unifié, comme le commandant du Central Command, qui dispose d'autant de latitude pour agir dans le cadre du concept général d'opération. Larry a plutôt bien décrit ce concept général d'opération et a donné quelques exemples de la perfidie qu'il englobe, que ce soit Soleimani ou, de façon plus flagrante, les personnes que nous avons assassinées à Téhéran et à Barents, ou encore cet incident. Quant à savoir si Trump était au courant, je dirais en sa défense que cela pouvait faire partie de ce concept général d'opération. Netanyahou et le commandant du Unified Command sont comme ça.
comme les lèvres et les dents, comme le disait Mao Zedong. Et ils ont peut-être agi sans que Trump en ait connaissance de façon explicite. Mais je vous garantis qu'il a donné sa bénédiction au concept général de l'opération. Donc ils peuvent agir dans ce cadre, aussi bien Bibi que ce commandant du Central Command. Pour ajouter à cela, je ne sais pas si c'est vérifiable, mais j'ai entendu de certaines personnes dans la région qu'il y avait des avions américains dans les airs à ce moment-là. Maintenant, il aurait été insensé de mettre en place une patrouille de combat aérien, vous savez, une CAP avec des F-16, F-15, F-35, peu importe. Cela aurait été trop révélateur. Donc, ils ont mis quelques AWACS là-haut, mais leur rôle était de s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence concernant cette frappe. Ce qui veut dire, comme Larry vient de le dire, que nous étions parfaitement au courant. Le calendrier, probablement les munitions, probablement les cibles et tout le reste. Alors, Trump est-il vraiment de mauvaise foi ou est-il mal informé sur des détails qui pourraient lui revenir en pleine figure? Je n'ai pas la réponse à cette question, car je vais vous dire autre chose. C'est mon domaine. J'ai étudié chaque administration et le processus de prise de décision en matière de sécurité nationale depuis Eisenhower. Il n'y a aucun système dans cette administration. Il n'y a absolument aucun système. Il n'y a pas de conseiller à la sécurité nationale chargé de gérer le système, que ce soit mal ou bien. Aucun. Alors comment prennent-ils des décisions de ce genre, en particulier des décisions dont le président connaît les détails précis, ou même qu'il approuve? Je n'en sais rien. Je pense que cette idée générale circule. Et revenons aussi sur un autre point. C'est la façon dont Bibi met fin aux négociations. C'est comme ça qu'il procède. Et si quelqu'un s'assoit avec l'ennemi Hamas, il va essayer de l'empêcher par tous les moyens possibles. Et il devient de plus en plus désespéré à ce sujet parce qu'il est de plus en plus désespéré de ne pas avoir détruit le Hamas et de ne pas y parvenir. Donc il va devoir élargir cette guerre. Il va devoir l'étendre au Liban, à la Syrie ou plus probablement à l'Iran. Il doit le faire pour des raisons politiques et pour sa propre survie. Il doit le faire. Donc il ne veut absolument aucun accord de paix. Et il se moque complètement des otages. Nous le savons tous. Donc je suis en grande partie d'accord avec ce qu'a dit Larry. Ce qui a été révélé lors de cette attaque, c'est que les conseillers de Trump étaient furieux de l'attaque et que lorsqu'ils l'ont apprise, c'était comme s'ils n'avaient pas été consultés, que l'administration Trump n'avait pas été informée. Puis, on découvre qu'ils ont bien reçu une notification, apparemment, mais que celle-ci est arrivée trop tard. Qu'en penses-tu, Larry, de cette notion de déni plausible? Parce que le colonel Wilkerson a soulevé l'idée que nous pourrions être face au chaos d'un système qui fonctionne totalement de manière autonome, malgré lui-même. Ou alors, à une stratégie de déni plausible, qui consisterait, comme le dit le colonel Wilkerson, à utiliser Israël pour servir les intérêts des États-Unis, tout en prétendant que cela n'a rien à voir avec les États-Unis. Oui, c'est totalement, pour citer Ray McGovern, de l'excrément de bovin mâle. Écoutez, comme l'a évoqué le colonel Wilkerson, le processus de planification, j'ai passé 23 ans à élaborer des exercices selon ce qu'on appelait le plan 0300 et le plan 0400. Il s'agissait d'exercices de lutte antiterroriste. Cependant, le processus de planification, donc il s'agit ici de la planification de gestion de crise. Il y a deux types de planification dans l'armée. Il existe un livre appelé JOPES, qui a d'ailleurs été écrit par un gars pour qui je travaillais, et, vous savez, il connaissait ce truc comme un rabbin connaît le Talmud. Mais lorsqu'il s'agit de planification de crise, c'est à court terme. Mais on suit les mêmes étapes. Qu'il s'agisse de long terme ou de court terme, on suit les mêmes étapes. On reçoit une alerte ou un ordre d'avertissement.
Ensuite, le commandant de combat fournit un concept d'opération pour expliquer comment il va répondre à cet ordre d'avertissement. Puis, le quartier général émet un ordre d'exécution ou de déploiement qui peut être associé à un ordre d'avertissement. L'essentiel, c'est que nous avons du personnel de liaison militaire américain au quartier général militaire israélien. Ils ne sont pas tenus à l'écart. Ils sont là. Ils sont là pour une raison importante, éviter les conflits et s'assurer qu'Israël n'aille pas trop loin. Et les Israéliens veulent s'assurer que lorsqu'ils mènent une opération, nous n'interviendrons pas d'une manière qui les empêcherait de faire ce qu'ils ont prévu. Donc, dans ce contexte, ils avaient été prévenus à l'avance du moment où cette réunion allait avoir lieu parce qu'ils connaissaient l'endroit, ils connaissaient l'heure. Mais cela signifie, du point de vue de la planification militaire, que le Central Command Forward, là-bas à la base aérienne d'Al-Udeid, a très probablement été impliqué dans la planification et la coordination avec les Israéliens. Ils savaient combien d'avions allaient arriver. Ils savaient où se trouvait l'emplacement et la destination. Et ils savaient ce qu'ils devaient dégager pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres trafics américains ou alliés dans la zone. Donc ces conseillers de Trump qui essaient de faire semblant, ils agissent comme le chef de la police dans le film Casablanca. Du jeu dans le casino? Je suis choqué. Donnez-moi mon argent. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est Claude Rains puissance 1000. Voici ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Nous ne les avons pas eus cette fois-ci. Nous les aurons la prochaine fois. Israël, sous la direction du Premier ministre Netanyahou, est en train de changer le visage du Moyen-Orient. Nous avons affaibli le Hezbollah, nous avons affaibli le Hamas, les Houthis et l'Iran, la tête du serpent qui dirige ces groupes par procuration dans le but de détruire Israël. Lorsque nous vaincrons ces proxys de l'Iran, lorsque nous vaincrons l'extrémisme islamique, cela profitera en réalité à nos voisins de la région qui sont modérés et souhaitent vivre en paix avec nous. Donc pour l'instant, nous faisons peut-être l'objet de quelques critiques. Ils s'en remettront. Et Israël change pour le mieux, la région change pour le mieux, à mesure que nous éliminons ces ennemis de la paix et ces ennemis de la civilisation occidentale. Israël affirme essentiellement, par l'intermédiaire de son ambassadeur, qu'il continuera à agir ainsi. Peu importe vraiment ce que disent les autres. Colonel Wilkerson, à vous. Est-ce que quelqu'un doute qu'ils vont continuer à faire cela? Et d'ailleurs, permettez-moi de corriger une chose qu'il a dite. La principale chose qu'ils font n'est aucune de celles qu'il a si soigneusement et précisément exposées. La principale chose qu'ils font, c'est tuer probablement à ce stade au moins 200 000, certains pensent que c'est jusqu'à 300 000, civils, dont 50% sont des femmes et des enfants, et probablement 10 à 15% ont plus de 70 ans. C'est cela qu'ils font principalement, massacrer tout un peuple. Oh, je crois qu'on appelle ça un génocide. Je pense que presque tous les spécialistes du génocide dans le monde se sont déjà prononcés à ce sujet. Oui, c'est un génocide. Oui, c'est ce qu'ils font. Donc, monsieur l'ambassadeur, vous avez omis la chose principale que fait Bibi Netanyahou, et vous savez que vous l'avez omise. Car ce n'est avant tout ni l'extermination du Hamas, ni celle du Hezbollah, ni celle de quiconque en Syrie qui se mettrait en travers de votre chemin. Oui, ce sont des objectifs secondaires, mais l'objectif stratégique est d'éliminer ces personnes qui, selon certains scénarios évoqués depuis plus de 40 ans, pourraient un jour former un État et s'opposer à vous de manière viscérale. Voilà votre objectif, détruire tout un peuple. Et oui, monsieur l'ambassadeur, si vous aviez mentionné cela, j'aurais hoché la tête en disant que vous faites de grands progrès dans ce sens. Mais laissez-moi terminer. Vous le faites pour les États-Unis qui vous orchestrent pour accomplir cela.
Et la dernière orchestration, l'orchestration finale, c'est de détruire la nation perse. Point final. Ce sera votre Waterloo, cher ambassadeur. That will be your Waterloo, dear ambassador. Colonel Wilkerson brings up too. I mean that. Le colonel Wilkerson évoque souvent aussi, je veux dire, ce scénario que vous avez mentionné avec l'Iran. C'est l'un des points de déclenchement d'un scénario de Troisième Guerre mondiale dans lequel nous nous enlisons rapidement et dans lequel nous sommes déjà impliqués. Quelle est donc votre évaluation de ces commentaires? So your assessment of those comments. They spend too much time watching the Israeli propaganda. Ils passent trop de temps à regarder la propagande israélienne sur les capacités militaires d'Israël. We're now, Nous sommes maintenant à 24 mois du 7 octobre. another 3 weeks. Dans 3 semaines, nous y serons. Israël est intervenu et a lancé sa campagne contre le Hamas. Hamas. Maintenant, avec le recul, je pense que nous réalisons que les Israéliens ont permis que cela se produise. Un peu comme Franklin Delano Roosevelt a permis que Pearl Harbor ait lieu parce qu'il savait qu'il nous fallait un incident de ce genre pour pouvoir justifier la campagne d'extermination et de génocide d'Israël. Ils veulent nettoyer la terre de ce peuple impur, cet Amalek, afin de pouvoir créer la Judée et la Samarie et réaliser le fantasme maléfique qui figure dans leur Bible. Ce que nous avons vu, malgré tous les avantages militaires possibles. D'abord, ils avaient l'ennemi, les Palestiniens, confinés dans une zone géographique précise, et Israël contrôlait tous les points d'accès d'entrée et de sortie de cette zone depuis le premier jour. Ingress and egress from that area. From day one. That's number one. Number two. Voilà le premier point. Deuxièmement, Israël dispose de toutes sortes de capacités de renseignement, humaines, électroniques, de signaux, satellites, pour pouvoir intercepter toutes les communications dès le départ. Ils ont des chars, ils ont de l'artillerie, ils ont des véhicules blindés de transport de troupes, ils ont des missiles longue portée, ils ont des avions à voilure fixe capables de larguer des bombes de 500 ou 1000 kilos. Donc, tout ce qu'Israël possède, le Hamas ne l'a pas. Le Hamas a des armes de poing, des fusils, ils ont peut-être quelques mitrailleuses lourdes ici et là. Ils disposent de quelques fusils de sniper calibre 50 qui sont des armes redoutables. Ils ont quelques mortiers et des lance-roquettes RPG. Et ils sont en infériorité numérique face aux Israéliens dans un rapport d'au moins 3 ou 4 contre 1. Malgré tous ces avantages, Rumhaufis heb breithmikt meim Serk, with duns en mathis of vangthing urinmid Hamas. Has failed to defeat or eliminate Hamas. And the other thing is sort of, I'm wondering. Et l'autre chose, c'est que je me demande comment tout cela se passe. Le Hamas continue d'être réapprovisionné d'une manière ou d'une autre, car je ne pense pas qu'ils avaient 2 ou 3 ans de stock enterrés sous terre. Peut-être que si. Mais quand on tire des munitions, qu'on fait exploser des grenades à main, qu'on pose des mines anti-chars, une fois qu'elles explosent, il faut en obtenir de nouvelles. D'où viennent-elles? Donc Israël maintenant, alors qu'il échoue à vaincre le Hamas. Et cet ambassadeur délirant, ah oui, nous avons affaibli le Hezbollah. Le Hezbollah est toujours là. Le Hezbollah choisit simplement de ne pas se battre pour l'instant, et il est en train de se réarmer et de se rééquiper. Il reste une organisation tout à fait capable. Israël s'est maintenant étendu au-delà du Liban, en Syrie ainsi qu'en Cisjordanie. Il ne dispose pas d'un approvisionnement illimité en effectifs. Alors comment Israël va-t-il maintenir ce niveau d'opération et ce rythme opérationnel? Je ne comprends pas. Ils vont finir par craquer à un moment donné, car ils n'ont pas la capacité de soutenir ces opérations. Ils manquent de profondeur stratégique. Et Danny, pour renforcer ce que dit Larry, j'entends maintenant qu'ils vont vraiment puiser dans les ressources les plus profondes, soit pour trouver des commandants afin de remplacer ceux qui sont morts, soit ceux qui sont partis parce qu'ils n'aiment pas ce qu'il fait, et cela directement sur les lignes de front. Nous sommes actuellement dans une situation où Israël bombarde le Yémen, en réponse à la campagne continue d'Ansar Allah, qui tire désormais des munitions à fragmentation sur Israël
et maintient le blocus de la mer Rouge. Mais la stratégie de décapitation d'Israël, si l'on peut l'appeler ainsi, ne fonctionne pas très bien. Il mène également une occupation à grande échelle, qui ne se passe pas non plus très bien. Je sais que vous parlez souvent de ce qu'était l'armée israélienne, mais il boucle la boucle maintenant, alors qu'il prévoit de prendre militairement le contrôle de Gaza, au-delà des simples bombardements et massacres. Je pense qu'ils se sont eux-mêmes piégés et battus jusqu'à se retrouver dans un piège. Et je crois que ce piège est en train de se refermer sur eux maintenant. Pour rebondir sur ce que Larry a dit à propos des munitions du Hamas, d'après ce que j'entends, une grande partie de leurs munitions, pour ainsi dire, sont les mêmes que celles utilisées par certains sunnites et même par Al-Qaïda en Irak, qui, une fois que nous avons commencé à pomper du pétrole vers Israël, oui, nous avons commencé à pomper du pétrole vers Israël, ont commencé à attaquer les oléoducs irakiens qui transportaient ce pétrole. Ce n'est pas un secret bien gardé. C'était vraiment l'un des instruments, si ce n'est l'instrument, qui a déclenché l'insurrection. Ils ont découvert que nous acheminions du pétrole irakien vers Israël sous l'égide du secrétaire adjoint à la Défense, Paul Wolfowitz, qui avait en fait ordonné au commandant Tommy Franks de détourner un avion et de larguer des bombes à un endroit particulièrement stratégique afin que ce pipeline que nous utilisions puisse être exploité. Tout cela pour dire que je pense que ce qu'ils font maintenant principalement, et c'est aussi dévastateur que cela l'a été en Irak et en Afghanistan pour nos troupes, c'est qu'ils développent des engins explosifs improvisés, des URI, et cela va de dispositifs lancés à la main à des engins qui sont fixés sur le côté d'un Merkava ou tout autre type de char ou de véhicule blindé transport de troupes. Et elles sont dévastatrices. Elles provoquent de nombreuses victimes. Donc ils improvisent dans une certaine mesure, comme le suggère le nom. Mais ce sont des armes mortelles qu'ils utilisent. Et ce sont le genre d'armes qu'une force de guérilla finit par trouver facilement, car les instruments pour les fabriquer se trouvent partout sur le champ de bataille. On pourrait probablement entrer dans n'importe quelle ruine à Gaza, telle que les Israéliens les ont anéantis, et trouver les matériaux nécessaires pour fabriquer ces engins explosifs improvisés. Donc une partie est fabriquée sur place, pour ainsi dire, et elles sont dévastatrices. Ce sont des armes dévastatrices. Mais pour revenir à votre point plus large et à celui de Larry, et pour revenir, je pense, à la question principale ici, Israël est désormais dépassé. Ils sont dépassés sur tous les fronts multiples auxquels ils font face. À mon avis, ils sont même dépassés par Al-Ansar, les Houthis. Ils sont dépassés par ce qui pourrait venir du Liban, surtout si le gouvernement continue de s'irriter et commence à, vous savez, ne plus tellement considérer le Hezbollah comme un problème, mais plutôt comme leur protection. Parce que ce gouvernement doit savoir, indépendamment des États-Unis, et les États-Unis pourraient être derrière tout cela, qu'Israël veut le Liban. Il veut le Liban dans son intégralité. Il veut aussi d'immenses portions de la Syrie. Et il en veut peut-être encore plus, selon ce que désigne sa vision sioniste élargie. Cela inclut même certaines parties de l'Afrique de l'Est. Mais je suis sûr que cela inclut certains de ces dirigeants qui ont actuellement des problèmes avec leur propre peuple, comme Sisi en Égypte. Et c'est encore une fois un dépassement des limites. Mais je reviens à mon point précédent. Ils vont franchir une étape cruciale et critique en relançant la guerre avec l'Iran. Et c'est là que les États-Unis devront prendre une décision très importante. Parce que à ce moment-là, Israël continuera d'agir conformément à la stratégie du clean break, à la stratégie qui l'a remplacée, et je pense à la stratégie qui la remplacera. L'Iran est le dernier État qui doit tomber. D'ailleurs, il y a d'autres États qui sont censés tomber aussi, mais qui ne sont pas encore tombés. Concept intéressant, n'est-ce pas?
interesting concept there, but Iran is the crucial state that has to fall. Mais l'Iran est l'État crucial qui doit tomber. Nous attendons la guerre. Je pense que Trita Parsi a raison quand il dit qu'elle arrive. Et nous j'attends de voir si les États-Unis diront que c'est un pas de trop. Nous ne vous avons pas autorisé à faire cela ou s'ils vont intervenir. Et s'ils interviennent avec plus que la puissance aérienne ne suffira pas. Et contre qui vont-ils intervenir? En ce moment, je suis sûr que Larry peut en témoigner mieux que moi, mais on me dit qu'il y a des Russes très très compétents en Iran qui aident avec les derniers systèmes de défense aérienne russes et chinois. Il y a aussi des Chinois sur place. Donc cette fois, ils vont se heurter à une véritable résistance de tous les côtés. À mon avis, nous sommes face à une véritable catastrophe. We're looking at a true catastrophe, in my mind.